Bonsoir à toutes et à tous, y compris ceux qui sont sur le balcon. Bonsoir. Je suis désolé, il est 18h35, on a un petit peu de retard. Merci d'être là, surtout avec quand il pleut, on a la chance d'avoir des embouteillages à Nantes, quand même, c'est un phénomène récent. Merci d'être là. Vous savez, on adore ici, dans cette maison de l'entrepreneuriat et des transitions, essayer de mettre les entrepreneurs dans la situation, dans la vie, faire une sorte d'ébullition, qu'il se passe des choses, ça bouge, on sent que ça tressaille, il faut que ça vive. On a des événements, maintenant je ne sais plus combien, je vais parler sous contrôle des organisateurs, mais c'est plus de 300 événements par an. Ça sert à la fois l'amphi, les salles, etc. Et donc c'est à chaque fois un grand plaisir de recevoir des entrepreneurs engagés. Et puis une chambre de commerce et d'industrie et une maison de l'entrepreneuriat, c'est aussi essayer de regarder un peu ce qui s'est passé et comment on a construit un territoire. Il y a un an, ici, on regardait les 30 dernières années. Depuis 1985, ça fait même 40 dernières années. Et là, ce soir, écoutez, on va essayer de regarder ce qui se passe devant. Et donc pour ça, laisser la parole à Arnaud, notre prospectiviste. Bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux d'être avec vous dans le présent. Alors votre présent, vous me confirmez, on est en 2025 ? Ouais, 18 décembre ? Ok, je ne me suis pas trompé d'année ni de jour. C'est un bon début. Contrairement à ce que laisse entendre la diapositive derrière moi, je ne suis pas vraiment un économiste statisticien. Alors, quelques personnes que j'ai pu croiser dans un passé récent ou que je croiserai peut-être dans un futur lointain s'en doutaient déjà. Je ne suis pas un économiste statisticien, mais plutôt un voyageur du chiffre, un voyageur des mondes possibles. Et les statistiques, au fond, ce ne sont rien d'autre que des portails numériques pour nous permettre d'entrevoir les futurs probables, d'imaginer les bifurcations et de mesurer ce qui pourrait advenir. Et grâce à ces statistiques, j'ai parcouru les lignes de temps que vous voyez apparaître derrière cette diapositive. Ces lignes de temps où vos choix d'aujourd'hui deviennent les réalités de demain. Alors le futur n'existe pas encore pour vous, mais pour moi, je vous l'assure, certains futurs sont particulièrement sympathiques, à l'image du verre de l'amitié qui est proposé à l'issue de notre temps commun. Et d'autres sont particulièrement déprimants à l'image du budget de la nation. Dans ces futurs, il y a un point commun, un mot-clé, qui est d'ailleurs dans l'intitulé de notre événement, la rareté. La rareté de nos ressources, humaines comme environnementales. Et la Loire-Atlantique elle-même pourrait être demain une terre rare. Alors certes, toujours attractive, certes toujours désirable, mais néanmoins rare de par les pressions qui vont s'exercer sur toutes les ressources nécessaires à notre département. Pendant notre soirée, je serai donc votre guide pour un voyage intertemporel. Donc je serai là pour vous faire voyager de l'avenir vers le présent et réciproquement et en évitant le crash. Et justement, parmi ces futurs que j'ai explorés, j'ai rencontré deux expertes venues du futur, qui ont accepté de venir ici dans votre présent le 18 décembre 2025 donc, et elles ne devraient pas tarder puisqu'elles voyagent dans le temps avec une précision qui ferait rougir un statisticien, un vrai statisticien. Nos expertes vont vous présenter l'un de nos futurs, celui qui nous attend si nos trajectoires démographiques et climatiques ne dévient pas de ce que nous observons actuellement. Leur parole n'aura rien d'une prophétie, tout au plus une projection, c'est-à-dire une ligne chiffrée sur laquelle on peut encore intervenir. Vous pouvez encore intervenir. Alors, place maintenant à nos expertes du futur. Je vous demande d'accueillir sous les applaudissements Blandine Legendre et Laurine Coufignal. Blandine Legendre et Laurine Coufignal. Merci, merci, merci.
Merci. Bon, ok. Les statistiques ne sont peut-être pas de la ponctualité, de la précision qu'elles prétendent avoir. J'espère qu'elles ne sont pas allées au rendez-vous CCI-INSEE de l'an dernier que tu évoquais, Yann, et qu'elles n'ont pas choisi l'année 2024 dans leur téléportation, ce qui nous ferait quand même une sacrée pagaille temporelle. Bon. Ah, les voilà. Les applaudissements, c'est maintenant. Nos expertes du futur, installez-vous en commençant par Blandine. Excusez-nous pour le retard, on sort de la DeLorean et on a eu un mal fou à la garer. Donc je suis Blandine et voici Laurine. Donc, comme le statisticien voyageur vous l'a expliqué, on vient d'un futur possible. Pas certain, mais plausible. Nous sommes venus vous partager les observations de cette ligne entre 2025 et 2050, des trajectoires démographiques, économiques, climatiques, de ce qu'elles sont devenues, de comment elles se sont inscrites finalement dans le temps. Et on peut vous dire d'ores et déjà qu'en 2050, eh bien, le constat n'est pas très réjouissant. Mais on n'est pas là pour vous faire peur, on est là pour vous dire ce qui aurait pu être fait et dans quelle trajectoire on aurait pu s'inscrire. Alors, comme le statisticien voyageur aime à dire, le futur n'est jamais écrit d'avance. Les probabilités vous en montrent le chemin, les chemins, mais c'est à vous de choisir la voie. Alors pour vous parler de ces futurs possibles, nous vous avons préparé quelques slides. C'est bien le terme que vous utilisez encore, slide. Hein. Oui. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Vous n'imaginez pas le mal qu'on a eu à trouver un format encore compatible avec votre Windows 11. Alors voici la trajectoire de population que l'INSEE projetait en 2018 pour le département de la Loire-Atlantique à horizon 2050. En se basant sur les tendances récentes de fécondité, d'espérance de vie et de migration résidentielle, l'INSEE prévoyait qu'en 2050, il y aurait 1,7 million d'habitants dans le département, soit 287 000 habitants de plus par rapport à 2018. Donc, dans leur modèle de l'INSEE, les migrations résidentielles sont le principal moteur de cette croissance démographique, et même l'unique moteur à partir de 2044, date à compter de laquelle les décès allaient surpasser les naissances. Alors, si ce scénario s'était réalisé, il aurait représenté de belles opportunités pour les acteurs économiques que vous êtes. Notamment s'il s'était réalisé et que par ailleurs les comportements d'activité avaient poursuivi leur tendance des années 2010, la région aurait compté, le département aurait compté en 2050 167 000 actifs de plus par rapport à 2018, soit la croissance la plus importante de l'ensemble des départements métropolitains. Et au sein du département, la zone d'emploi de Nantes aurait connu la croissance la plus forte, avec presque 1% par an de croissance de la population active. Mais alors ça, c'était sous l'hypothèse que le département serait en capacité d'accueillir de nouveaux habitants. Souvenez-vous, je viens de vous le dire, à partir de 2044, il y aura plus de décès que de naissances. Et spoiler, l'allongement du congé de naissance là, qui va être voté péniblement par vos députés en 2025, n'a pas enrayé la baisse de la fécondité, ni l'obligation vaccinale dans les EHPAD n'a permis de faire vivre indéfiniment vos baby-boomers. En fait, il y avait d'autres futurs possibles que ce futur à 1,7 million d'habitants en 2050. Et moi, je viens de l'un d'entre eux. Dans mon futur, là, depuis une dizaine d'années, depuis 2037 très exactement, la population de la Loire-Atlantique décline. En fait, les gens ne viennent plus s'installer en Loire-Atlantique parce qu'ils ne trouvent ni logement ni emploi. Alors jusqu'aux années 2030, il y avait encore quelques irréductibles bretons ou franciliens qui venaient tenter leur chance sur notre terre rare de Loire-Atlantique. Mais les tensions sur le marché immobilier étaient telles qu'elles ont découragé en fait, les plus déterminés. Et ça, c'est sans compter en plus la saturation des infrastructures de transport, des équipements publics.
Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour éviter ce scénario à 1,4 million? Déjà, il aurait fallu mieux anticiper les besoins en logement. Alors, je sais que le secteur du bâtiment traverse une période difficile dans les années 20, que c'est facile à dire 25 ans plus tard, mais je me dois de vous dire quand même ce qui nous a manqué ces 25 dernières années. Ce qui nous a manqué, c'est de quoi loger 7000 ménages supplémentaires par an dans le département. En fait, sur l'ensemble de la période entre 2018 et 2050, on aurait pu accueillir 230 000 ménages de plus en Loire-Atlantique, dont 110 000 rien qu'à Nantes Métropole et 50 000 dans la région nazérienne. Par ailleurs, pour que ce scénario à 1,7 million d'habitants et 850 000 actifs se réalise à horizon 2050, il aurait fallu créer des opportunités d'emploi suffisantes pour que les actifs viennent bel et bien s'installer et trouver un emploi dans le département. Donc pour ça, il aurait fallu maintenir une dynamique de création d'emplois, en consolidant donc les domaines d'excellence qu'il y a déjà dans le département, mais aussi en étant ouvert à des secteurs d'avenir. Alors il y avait déjà quand même à votre époque des tentatives pour essayer d'identifier quels étaient les secteurs les plus porteurs. Là par exemple en 2022, la DARES et France Stratégie ont établi des scénarios pour essayer de déterminer les secteurs qui allaient être les plus créateurs d'emplois à horizon 2030. Donc le graphique là est extrait de ce document. Et donc pour les Pays de la Loire, ils anticipaient que les métiers d'ingénieur et de cadre du privé et les métiers du CARE allaient être les plus créateurs d'emplois. Alors la place prépondérante, là, arrive en première position le métier d'ingénieur de l'informatique. Ça peut peut-être vous faire sourire, vous déjà en 2025. L'exercice de projection date de 2022, mais vous avez déjà commencé à connaître les prémices en fait, de cette grande transformation qu'apporte l'IA, l'intelligence artificielle, donc en premier lieu dans les métiers de l'informatique, mais aussi en réalité dans l'ensemble des métiers qui vont connaître des transformations très, très profondes. En revanche, je peux vous confirmer que le secteur du CARE, c'est bel et bien un secteur porteur, parce qu'il va y avoir un vieillissement important de la population à horizon 2050. Là, vous avez représenté une pyramide des âges, donc avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Chaque barre horizontale représente le nombre de personnes de cet âge, de l'âge donné. Donc les traits colorés, ça représente la pyramide des âges en 2050. Et le liseré rouge que vous voyez, c'est la pyramide des âges figée en 2025. Donc vous voyez en fait que l'espèce de toupie se déporte vers le haut. Il y a en 2050 donc moins de personnes dans les âges les plus jeunes et au contraire plus de personnes dans les âges plus âgés. En fait en 2025, il y a une personne sur 5 qui est âgée de 65 ans ou plus. En 2050, c'est une personne sur 4. Et en fait ce vieillissement de la population, il va induire de nouveaux besoins. Par exemple, dans le secteur des services à la personne, en 2050, on a 50 000 ménages supplémentaires qui sont utilisateurs de ces services-là. Sur le champ très particulier de la dépendance, on a 20 000 personnes de plus qui sont en situation de perte d'autonomie dans le département en 2050. Donc il y aura des emplois à créer dans les services à la personne, mais aussi dans les établissements médico-sociaux. Et puis, il y aura aussi d'autres types de besoins associés au vieillissement. Il y aura d'autres sujets aussi posés par le vieillissement, notamment de la population active, avec un enjeu à maintenir les travailleurs expérimentés dans l'emploi, à les accompagner du coup par des formations qui vont leur permettre d'entretenir et d'actualiser leurs compétences. Bon, ainsi, si on se repositionne en fait depuis votre époque, depuis 2025, il y a quand même de belles perspectives qui s'offrent dans la région, parce que votre attractivité démographique joue en votre faveur. Il appartient à vous en fait, de faire en sorte que le scénario qui était projeté par l'INSEE, à 1,7 million d'habitants en 2050, se réalise bel et bien. Et pour ça, il faut anticiper un certain nombre de transformations. Donc, je vous ai parlé de la transformation numérique, de la transformation démographique. Il y aura aussi une autre dimension à prendre en compte, c'est la transformation environnementale, écologique. Merci Blandine. Alors il y a eu des yeux médusés.
Des regards médusés à l'idée que nous puissions en Loire-Atlantique connaître une déprise démographique. Je crois que c'est un concept qui nous est complètement étranger aujourd'hui. Et en même temps, on a entendu qu'il y avait des leviers d'action pour les acteurs du présent pour renverser cette possibilité. On va continuer avec un deuxième flash vers le futur, cette fois sur des aspects de transition écologique. Juste avant, on a quand même fait un peu de recherche archéologique depuis le futur. Et si vous voulez, dans le présent, retrouver les informations de l'INSEE pour être sensibilisé sur ces leviers d'action, eh bien, on a réussi à réactiver un vieux réseau social qui s'appelle LinkedIn. Et voilà, on a réactivé cette archive numérique. Donc vous retrouverez les posts de l'époque, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces aperçus. Parlons maintenant des enjeux environnementaux. Deuxième flash vers le futur. Oui, donc moi je suis venue de 2050 pour vous parler du climat que l'on connaît en Loire-Atlantique. Donc ce climat futur pour vous, présent pour moi, je dois vous dire qu'il est assez différent de celui que vous connaissez. Et j'ai presque eu un peu froid en arrivant parce que finalement, aujourd'hui, le mois de décembre, il est quand même un peu plus chaud. Donc je vais vous parler de ce futur et je voulais quand même vous rappeler, parce que je ne doute pas que vous le savez, mais que sur le territoire des Pays de la Loire, il y a un groupement d'experts régional sur le climat qui a projeté finalement les futurs possibles du climat sur votre territoire et donc finalement qui avait déjà émis des hypothèses sur ce que pourraient être les trajectoires climatiques locales. Donc à quoi concrètement il faut s'attendre en 2050 en Loire-Atlantique ? Et je vous disais, je parlais de température tout à l'heure, et bien en premier lieu, il faut s'attendre effectivement à une température qui est plus importante que celle que vous connaissez en 2025. Donc vous voyez là ces fameuses projections qui ont été faites par ce groupement d'experts. Et donc aujourd'hui, en 2050, on se trouve dans ce scénario 8.5 qui est à droite, qui est ce scénario qui était considéré comme pessimiste en 2025, qui était aussi d'une certaine manière le scénario tendanciel, celui dans lequel vous êtes resté dans une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre assez élevée. Et donc, finalement, en restant dans cette trajectoire, en 2050, moi, ce que je connais, c'est une température annuelle moyenne en Loire-Atlantique qui est d'à peu près 3 degrés de plus que la période dite de référence, donc c'est 30 années entre 1976 et 2005. Donc 3 degrés de plus sur une moyenne annuelle, c'est beaucoup. Et c'est lourd de conséquences sur un certain nombre d'écosystèmes et sur nos territoires. Et je vous dirai un peu plus tard, finalement, ce qu'on rencontre comme problématique aujourd'hui. Mais ce sur quoi je voulais aussi vous alerter ce soir, c'est que finalement, cette trajectoire, elle aurait pu être différente, elle peut peut-être encore être différente, si on s'inscrit dans ce scénario plus positif, ce scénario de la neutralité carbone qui a été projeté par les experts dont je parlais du GIEC des Pays de la Loire, qui est le scénario à gauche, où là, finalement, en 2050, on arrive à une température annuelle moyenne sur le département qui est d'1 degré de plus par rapport à la période de référence. De toute façon, ces 1 degré, on va les atteindre. Enfin, vous allez les atteindre d'ici 2030. C'est dû à des émissions passées. Donc là, d'une certaine manière, vous ne pouvez plus y faire grand-chose. Par contre, la trajectoire, la suite, 2050 et l'après, finalement, ça dépendra de la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre dans laquelle vous allez vous inscrire. Et si je prends un autre indicateur, puisque l'idée n'est pas non plus de, comme je le disais en préambule, de vous effrayer, mais quand même de vous montrer ce que pourrait être le climat et ce que moi je vis quasi au quotidien, et bien finalement on peut regarder en matière de vagues de chaleur ce que ça veut dire aussi cette évolution climatique. Donc moi aujourd'hui, je connais finalement une canicule comme 2022 à peu près tous les ans. Voilà, c'est en 2050, toujours dans ce scénario qui s'est réalisé pessimiste, on est à peu près 29 jours dans lesquels le territoire de Loire-Atlantique se trouve en situation de vague de chaleur. Donc 29 jours par rapport aux 6 jours de la période de référence 76-2005. Là aussi, c'est beaucoup et
Ça crée évidemment de fortes tensions pour les acteurs économiques, les acteurs publics et les citoyens, évidemment. Ça modifie fortement nos modes de vie et nos modes de travailler, par exemple. Là encore, vous alertez sur le fait que bien, cette trajectoire, elle peut encore être différente. Elle aurait pu, pour moi, mais pour vous, elle peut encore être différente. Dès lors que l'on s'inscrit dans ce scénario, où on tend vers ce scénario de la neutralité carbone, dans lequel on diminue fortement nos trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, puisque dans ce scénario-là, encore une fois, dans les 10 prochaines années, vous allez connaître une transformation assez significative du climat, avec une augmentation de ces jours en situation de vague de chaleur qui va doubler. Pour autant, cette situation elle peut d'une certaine manière encore se stabiliser jusqu'à la fin du siècle. Mais là aussi, ça repose sur un effort très important sur les émissions. Ça veut quand même dire qu'une canicule comme celle de 2003, devient encore une fois une sorte de norme. Alors, en tout cas, a une récurrence beaucoup plus importante sur nos territoires. Et c'est ce à quoi vous devez vous attendre dans les 10 prochaines années. Donc ça c'était plutôt sur la partie climat, température, ambiance. Si on prend un autre indicateur qui définit un peu notre futur climatique, c'est la question des précipitations. Donc moi aujourd'hui, je vis dans un monde où finalement on a plus 4 saisons, ça c'est fini. On a une double saisonnalité. Donc on a plutôt une période de pluie, une période sèche. Avec une période on va dire hivernale de pluie avec des pluies beaucoup plus abondantes que ce que vous connaissez aujourd'hui, et à contrario une période estivale avec des pluies moins pour le coup, avec une diminution assez importante des pluies, avec là par exemple des phénomènes comme les ruissellements qui ont pas mal augmenté parce que finalement des pluies plus abondantes qui tombent sur des sols plus secs, ça a un certain nombre de conséquences sur nos territoires. Mais là aussi, ça avait été projeté par les experts dans ce scénario le plus pessimiste. Et même s'il y a déjà des tendances, des modifications, je pense, observables à votre échelle en 2025, il y a encore des leviers d'action. Alors tout ça, l'idée n'était pas non plus de vous abreuver d'indicateurs, mais plutôt aussi de vous montrer en quoi ça transforme nos territoires, ça a des conséquences sur nos territoires et sur nos populations qui sont de fait beaucoup plus vulnérables à un certain nombre de risques et d'aléas aujourd'hui. Et en premier lieu, j'en ai un petit peu parlé avec le phénomène de ruissellement, c'est la question des inondations. Donc vous voyez aujourd'hui sur notre territoire, donc là c'est le territoire régional, mais si on fait un zoom sur la Loire-Atlantique, il y a des territoires qui sont à risque très important d'inondation, parce qu'ils sont soumis à un risque, à une exposition, à un risque, à un aléa environnemental, mais aussi parce qu'ils concentrent, ma collègue Blandine l'a démontré en présentant des statistiques plutôt démographiques et économiques, mais ce sont aussi des territoires qui concentrent des populations, une part importante de la population du territoire de Loire-Atlantique et des activités. Et je pense notamment à la vallée de la Loire et de ses affluents dans l'agglomération de Nantaise, où il y a à peu près 87 000 emplois qui sont aujourd'hui exposés au risque d'inondation, ou encore au littoral de l'agglomération de Saint-Nazaire, où là, c'est par exemple plus de 20 000 personnes qui sont, population citoyens, qui sont exposées au risque inondation. Un autre risque auquel est soumis et une autre vulnérabilité de notre territoire qui n'a cessé de s'aggraver entre 2025 et 2050, donc qui est aujourd'hui un risque qui pèse fortement sur une bonne partie de notre littoral en l'occurrence, c'est le risque submersion. Et là, vous voyez qu'une grosse partie du territoire de Loire-Atlantique est concernée, mais pas que. C'est d'ailleurs pas forcément la Loire-Atlantique, si on prend la région Pays de la Loire, qui est la plus concernée par ce risque-là. Mais en tout cas, c'est un territoire qui est très fortement vulnérable, là aussi, en prenant en compte des données socio-économiques des habitants qui sont sur ces territoires, et notamment des questions d'âge, etc., qui ont forcément un impact sur la capacité d'adaptation de ces populations au risque. Et le dernier élément dont je voulais vous parler, qui n'est pas forcément un risque aujourd'hui très présent dans les esprits, et peut-être pas d'ailleurs suffisamment,
c'est la question du risque incendie, donc qui était un risque assez faible sur le territoire ligérien en 2025, mais là aussi qui a fortement augmenté dans ce scénario, dans cette trajectoire dans laquelle nous nous sommes inscrites entre 2025 et 2050, avec un risque qui a doublé, qui a tout simplement doublé en fait, sur le territoire de Loire-Atlantique. Et qui représente aujourd'hui pour un certain nombre d'acteurs un vrai sujet, en tout cas qui nécessite vraiment d'anticiper, de prévenir et de mettre en place des moyens de s'adapter et de faire face à ce risque qui était peut-être moins présent dans les esprits en 2025. Donc tout ça, ça a des effets évidemment humains importants, économiques aussi. Ça a aussi fait très fortement augmenter la sinistralité. Donc aujourd'hui, pour les populations et sur notre territoire, pour les particuliers, cette sinistralité elle a augmenté de 105% par rapport à 2025. Donc c'est un vrai sujet pour là encore nos populations, parce que je parle bien de la sinistralité des populations. Alors donc je voulais, comme je l'ai dit, ce constat il n'est pas réjouissant, mais pour autant vous avez encore des marges de manœuvre. Et je voulais finir sur cette note-là et vous dire que, à l'image de ce qui était dit en 2025, mon constat en 2050, il est le même. C'est-à-dire qu'il faut absolument prendre en compte, face à tous ces constats, à la fois les enjeux d'adaptation, mais aussi ceux d'atténuation. D'adaptation parce que il y a un certain nombre de changements qui sont déjà à l'œuvre pour vous et qui vont certainement s'amplifier dans les prochaines années, mais aussi d'atténuation parce que finalement la trajectoire dans laquelle nos territoires vont s'inscrire à partir des années 2050 et jusqu'à la fin du siècle. Et donc mon présent et votre futur dépendent fortement de la trajectoire d'atténuation que l'on va choisir collectivement. Merci, applaudissements. Alors, vous ne regrettez pas votre voyage intertemporel, hein ? Bonjour le moral. Et merci à nos colombes de mauvais augure. De mauvais augure parce que tout de même, on aimerait pouvoir éviter ce futur qui n'est pas très désirable. Colombes parce que vous venez avec ce message de paix, de dire qu'on doit pouvoir agir d'une façon ou d'une autre dans le présent. Ce que vous nous présentez, ça n'est pas le futur. Il se trouve que c'est le vôtre, c'est votre présent, mais ce n'est pas nécessairement notre futur. C'est l'un des chemins que la Loire-Atlantique pourrait emprunter, et nous sommes plutôt là pour dévier de ce chemin, n'est-ce pas ? Dévier pour autant que nous agissions dans le présent. Et donc je vais appeler une équipe de choc, nos sauveurs, d'une certaine façon, en toute simplicité, le quatuor qui, dans le présent, va agir pour nous aider à bifurquer. Et donc, sous vos applaudissements, j'appelle Jean-Rémy Villageois, président du directoire de Nantes-Saint-Nazaire-Port, Mathieu David, responsable transition écologique à l'écodomaine de La Fontaine à Pornic. Installez-vous pour cette table ovale. Céline Roland, consultante en organisation et ressources humaines, et Lionel Fournier, directeur impact et santé durable d'Harmonie Mutuelle. Alors, je serai vous, je prendrai un petit verre d'eau quand même, parce que là, les responsabilités les barres sont assez élevées. Et donc, on a 30 minutes à peu près pour changer les 30 prochaines années, n'est-ce pas ? Et puis, finalement, ne pas rejoindre Blandine et Laurine qui seront dans leur monde à elles, et nous, on sera dans un monde beaucoup plus plaisant. Et donc, on va un petit peu regarder ça ensemble, et je vais commencer avec vous, Jean-Rémy Villageois, en tant que président du directoire de Nantes-Saint-Nazaire-Port. Alors, tout le monde dans la salle, évidemment, connaît le port. Levez la main si vous ne connaissez pas. Ouais, c'est un peu dur de se dénoncer dans ce cas-là. Tout le monde connaît. Mais peut-être que nos expertes du futur sont un peu plus éloignées pour pleinement saisir la spécificité du complexe portuaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, en quelques mots, ce qui fait de cette infrastructure un site absolument remarquable, non seulement pour le département, mais même au niveau national, voire international ? Merci. Donc effectivement, le port de Nantes-Saint-Nazaire, il est à nos yeux exceptionnel, c'est normal puisqu'on s'en occupe. Mais vous avez mis la barre très très haute en nous projetant un futur qu'il faut absolument éviter en tout cas. Et donc le port aujourd'hui, c'est
des enjeux d'ordre national, de souveraineté. En termes énergétiques, nous sommes avant tout un port d'énergie et d'industrie. Aujourd'hui, on traite environ 20 millions de tonnes de combustible. Ça représente 200 TWh, c'est 10% de l'énergie consommée en France. C'est-à-dire que quand on consomme de l'énergie en France, 10% est passé par nos quais sous forme fossile. Bien évidemment, c'est du gaz et du pétrole. Nos deux champions mondiaux, que ce soit Engie et Total, sont pleinement investis et œuvrent à la décarbonation de leurs activités, d'ores et déjà. C'est aussi un territoire d'industrie. Le port héberge les fleurons industriels, que ce soit Airbus, Chantier de l'Atlantique et d'autres. Donc c'est tout des filières industrielles qui sont implantées entre Montoire de Bretagne, Saint-Nazaire, mais aussi Nantes, et qui créent de l'emploi, qui créent de l'activité, de la valeur ajoutée. C'est 28 800 emplois. C'est 613 entreprises suivant la dernière enquête de l'INSEE, et ce sont des chiffres qui vont en augmentant. Donc une très forte activité. Des chiffres fiables. Absolument. Donc c'est une très forte activité, c'est réjouissant, mais ça crée des obligations qui vont au-delà de notre territoire régional. Voilà, c'est une responsabilité envers l'État, la France, dans son ensemble. C'est aussi des enjeux de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, la moitié des protéines animales, donc qui servent à nourrir nos animaux, passent par nos quais. On le sait assez peu, mais le port a un rôle absolument essentiel dans l'indépendance alimentaire du pays. Voilà, donc des enjeux de tout ordre, qu'ils soient nationaux ou d'ordre régionaux, mais en tout cas une très forte responsabilité envers les emplois qui sont créés, qui sont développés, non pas par le port, mais par les gens qui travaillent sur le port, qui ont besoin de cette activité, et toutes ces industries qui ont besoin d'échanger avec l'extérieur, d'importer, d'exporter, de transformer, donc de créer de la valeur. Donc ça mérite quand même de faire un petit détour en DeLorean pour aller voir ce qu'il en est de cette infrastructure. Alors, on a entendu donc tous les risques climatiques qui nous attendent. Et en tout cas, si nous ne respectons pas les engagements internationaux qui découlent des accords de Paris sur le réchauffement, le port est sans doute assez emblématique de cette croisée des chemins, puisqu'il était le port par excellence de tout ce qui a trait aux énergies fossiles. Et puis demain, et peut-être même déjà au présent, le port par excellence qui se projette sur les énergies renouvelables. Alors, en vrai, votre stratégie, c'est vraiment ça, c'est de décarboner. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous aider à relever ce défi climatique ? C'est beaucoup plus qu'une stratégie, c'est un choix d'activité, c'est une responsabilité envers les gens qui utilisent le port et envers les populations futures. La décarbonation, le changement climatique, on ne le conjugue pas au futur, c'est au présent. C'est des investissements massifs qui sont faits d'ores et déjà par des gens qui sont implantés, donc par des industriels ou des énergéticiens, pour transformer leur activité. C'est par exemple Engie qui investit 200 millions d'euros pour décarboner sa chaîne sur tout ce qui est gaz naturel liquéfié. C'est considérable et c'est un investissement qui va rentrer en œuvre dès l'année prochaine. Donc on n'en est pas à se dire il faut s'adapter à un éventuel changement climatique. C'est la quasi-totalité des investissements qui sont faits et des activités sont tournées vers ce changement climatique. Au-delà des investissements, c'est des organisations qui s'adaptent. Nous avons mené, par exemple, l'an dernier, une étude de vulnérabilité au changement climatique qui commence par évaluer en fait les conséquences de la montée des eaux, donc des études de submersion, et qui montre qu'au-delà des aménagements qui doivent être faits, d'élévation de quais ou de choses comme ça, ce sont les organisations qui doivent s'adapter, puisque comme vous l'avez montré, dans un futur qui n'est absolument pas désirable, on a des augmentations de température qui font que nos personnels ne pourront plus travailler 200 jours par an, mais beaucoup moins, que les routes seront beaucoup moins accessibles, que les zones de travail habituelles devront être déplacées, que les habitudes de travail devront être modifiées, que l'aptitude au risque devra être aussi analysée. Et ces changements
d'organisation sont déjà effectives, sont mises en œuvre progressivement, parce que les événements que vous pouviez dépeindre, hein, de submersion ou de forte houle ou de tempête, qui sont des mouvements d'hystérésis, hein, qui arrivent une fois tous les 100 ans, mais qui aujourd'hui arrivent plutôt une fois tous les 10 ans, ben on les vit. Et donc, ce sont autant de rappels de ce qui va se produire de façon un peu plus régulière. Donc il faut que nos organisations, nos hommes, nos femmes, s'adaptent à ça et apprennent à travailler avec ce risque et à vivre avec ça. Et donc c'est pour ça qu'on conjugue au présent en fait toutes ces questions et qu'on ne se pose plus trop la question de qu'est-ce qu'on fera demain. On le fait aujourd'hui et puis c'est tout. Bon, donc on est déjà en mouvement. Alors, je ne sais pas si dans le futur on connaît Total et Engie, mais là vous pouvez peut-être pas nous répondre en direct. Hein. On va continuer notre exploration des actions du présent. Je me tourne vers Mathieu David. Vous êtes responsable transition écologique à l'écodomaine de La Fontaine à Pornic. Alors justement, Blandine et Laurine auraient bien aimé séjourner dans notre présent. Et elles auraient bien aimé trouver un havre écologique de paix. Est-ce que l'écodomaine répond à cette envie de visite de nos exploratrices du futur ? Eh bien, bonsoir à tous et merci pour cette question. Donc, nous, l'écodomaine La Fontaine, basé à Pornic, c'est un lieu un petit peu unique en France, puisqu'on est la première ferme en France à disposer d'un hôtel et spa 4 étoiles, d'un restaurant et d'un lieu accueillant des séminaires. Et le cœur du projet à l'écodomaine, c'est de pouvoir expérimenter concrètement l'économie régénérative sur tous nos secteurs d'activité, qu'ils soient agricoles, hôtellerie, restauration, événementiel. Et l'objectif est clair, c'est de réduire notre empreinte écologique le plus drastiquement possible, produire et régénérer sur place. Donc concrètement, comment ça se met en place ? Vous avez un hôtel qui est sorti de terre il y a 2 ans maintenant, bas carbone, en partie construit avec des matériaux biosourcés, et dont le chauffage se fait par une chaudière bois. Et donc la logique, c'est que sur le domaine, on a 12 hectares au total, la ferme, on est venu planter 4 km de haies ces 4 dernières années pour pouvoir produire à terme l'ensemble de notre bois pour chauffer notre hôtel, le spa qui va avec cette chaudière bois. Cette action, elle rencontre un autre objectif qui est l'adaptation climatique. L'objectif sur le domaine, c'est de couvrir le plus vite possible 60% minimum de la surface du domaine par des arbres, pour créer, générer des microclimats, répondre aux enjeux de biodiversité, etc. Un autre sujet sur lequel on peut aller explorer, c'est la restauration. Aujourd'hui, on produit 10 tonnes de légumes par an, ce qui revient à 60% de notre consommation de légumes au restaurant, sur 2500 mètres carrés. Donc on a des rendements au mètre carré qui sont supérieurs au maraîchage conventionnel, uniquement à la main, sans énergie fossile. Et l'objectif, c'est, avec cette production, de réduire les émissions carbone liées au transport. Avec ces 10 tonnes de légumes, on réduit de 10 tonnes équivalent CO2 les émissions liées au transport de légumes, s'ils venaient d'ailleurs. Et autre chose intéressante, c'est que notre méthode de culture permet de stocker l'équivalent de 35 tonnes d'équivalent CO2 dans nos sols, grâce à des apports de matière organique, ce qui, quand on s'amuse à faire le calcul, recouvre l'ensemble des déplacements domicile-travail de tous les collaborateurs du site. Un autre sujet, l'eau par exemple. On a une logique d'hydrologie régénérative qui a été pensée sur le domaine. L'enjeu est simple, comment on fait pour ralentir, comment on fait pour capter toute l'eau qui tombe, l'eau de pluie, et la permettre de la stocker sur place, nous permettant d'éviter de puiser dans la nappe pour tous nos besoins agricoles sur le domaine. On collecte à peu près 4 millions de litres d'eau par an sur le domaine, ce qui nous a permis de ne plus du tout solliciter la nappe phréatique ou le réseau d'eau pour pouvoir produire nos productions. En termes de ce que l'on peut faire vivre à nos clients sur le domaine, c'est d'avoir un haut niveau de confort quand vous venez séjourner, mais ce haut niveau de confort se fait au sein d'une ferme en pleine activité. L'autre sujet aussi, pour terminer, c'est le fait de pouvoir apprendre de nos pratiques écologiques sur le site et pouvoir repartir chez vous avec ces notions-là, avec le campus La Fontaine, qui est un programme de formation qui s'adresse à toutes et toutes pour pouvoir gagner en autonomie, gagner en résilience soi-même. Merci. Je vois que Laurine essaie déjà de réserver une nuitée sur un smartphone qu'elle a emprunté pour accéder au site. Il reste une nuitée disponible ce soir ? Il y a encore des places ? Je pense, oui. Ouais, ok, super. Bon, c'est assez clair, on voit que contrairement à d'autres acteurs du tourisme, vous n'avez pas ajouté
la transition écologique, c'est dans votre ADN. Néanmoins, on a eu précédemment un témoignage où les investissements de transition se comptent en centaines de millions d'euros. On atteint même le milliard, on dépasse le milliard. Bon, c'est peut-être des petits gestes de votre côté, mais du coup, ça compte vraiment parce que l'écodomaine, c'est quoi? C'est donc une trentaine de salariés, c'est quelques dizaines de chambres. Ça joue vraiment? À cette échelle-là, est-ce que ça vaut le coup de se décarcasser? Alors bien sûr, effectivement, face aux enjeux globaux, ce que l'on peut faire à La Fontaine peut sembler assez succinct, assez modeste. Néanmoins, nous, notre sujet, c'est de poser la question de notre secteur d'activité, donc agricole, hôtellerie, restauration, événements, à un horizon de 20 ans. C'est d'accompagner une nécessité de changement de ces secteurs d'activité pour pouvoir rester viable et cohérent avec les évolutions sociétales, mais aussi une société qui est de plus en plus volatile. Donc on prend un exemple très concret chez nous, le secteur de la restauration est un secteur qui subit des grandes turbulences depuis au moins le Covid. Nous ne serions plus là si on avait répété des recettes déjà existantes. On a dû transformer, faire évoluer notre restauration vers quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs pour allier notre exigence écologique et notre nécessaire robustesse économique. Ce pas de côté, il nous a été permis par la participation à la Convention des entreprises pour le climat 2025, qui est vraiment un espace où on a pu penser, réfléchir l'évolution de notre secteur d'activité avec d'autres entreprises qui ont fait de même pour leur secteur. Et donc votre question, pour moi, elle interroge surtout les entreprises et la responsabilité de leurs dirigeants. Il ne suffira pas de gérer le présent. J'ai pu entendre des fois des questions de l'écologie. C'est un petit peu en retrait sur ces dernières années puisque d'autres problématiques nous concernent. Mais ça ne suffira pas de gérer le présent. La plus-value d'un dirigeant, elle s'inscrit vraiment dans la capacité à se projeter sur 10, 15, 20 ans, à anticiper, à poser les bonnes questions, à avoir un regard lucide sur l'avenir et à engager des transformations en conséquence. Si nous, petits acteurs, on a la possibilité d'avoir cette lucidité, alors il n'y a pas d'excuse à ce que des plus grands acteurs ne puissent pas faire de même, et surtout avec des moyens plus importants, et donc un impact potentiel assez important. Si vous me permettez un langage plus imagé, l'enjeu pour nous, c'est d'apprendre à nager en haute mer, et il n'est pas acceptable que certains remontent sur le haut de la plage parce que les premières vaguelettes sont un peu trop froides. Pour nos actions concrètes à l'écodomaine, bien qu'elles soient à petite échelle, ont le mérite d'exister, d'être mesurables, d'être efficaces et j'espère d'être inspirantes. Et imaginons prendre ces leviers, utiliser ces leviers et les appliquer à des entreprises plus importantes et voir ce que ça pourrait représenter. Là, je pense que ça pourrait peser beaucoup plus. En tout cas, nous, en attendant, on fait notre part. Bravo, applaudissements. Vous faites la démonstration, vous êtes source d'inspiration et vous démontrez que toutes les échelles peuvent agir en la matière. Donc, et puis je crois que le message a été entendu et que chacun peut, dans son organisation, qu'il s'estime petit, pousser au Goliath, du coup, avoir deux modèles inspirants d'action. Alors on va continuer notre exploration du futur, cette fois plutôt sur des sujets RH. Céline Roland, vous êtes fondatrice de OHPRH, une structure de conseil en organisation et management des ressources humaines. Vous êtes copilote de la communauté stratégie digitale de l'association ADN Ouest. Tout le monde connaît ADN Ouest? Ouais, c'est quoi ADN Ouest? Ah, question piège. Moi, j'ai mon anti-sèche. Association développement numérique Ouest. Très bien. Dans l'Ouest, oui. Une première question pour vous. Alors, conseil en organisation. C'est un peu nébuleux, hein. Est-ce que vous pouvez quand même nous en dire un petit peu plus sur votre spécialisation? Parce qu'on pourrait tous se dire, oui, je suis un peu en conseil en organisation. C'est quoi votre ADN de conseil organisation à vous? Pour ma part, donc, depuis plus de 15 ans maintenant, j'accompagne des organisations diverses qui peuvent être privées, publiques, associatives et de tailles diverses. Quand il y a des changements d'organisation, ça peut être des croissances, des hyper-croissances,
des startups, par exemple, mais pas que. Ça peut aussi être des décroissances. Donc là, il y a différentes raisons qui peuvent amener effectivement à des décroissances. Et puis aussi des transformations qui peuvent être en lien avec, par exemple, des outils ou l'implémentation d'outils, et qui ont pour conséquence d'avoir des modifications organisationnelles et des modifications sur les métiers des personnes. Donc ça, c'est le cœur de mon métier. Pour tout vous dire, malheureusement aujourd'hui, dans 60 à 70% des cas, j'interviens dans le pire des cas, quand on est en conflit, parce qu'effectivement, on n'a pas eu cette réflexion-là en amont. Et dans le meilleur des cas, effectivement, quand avant ces transformations, on se dit « Ok, on va avoir une transformation, on sait qu'il y aura des impacts, et donc on va se poser les bonnes questions. » Et donc quand on vous croise, c'est quand même qu'il y a des problèmes. alors, mais qu'on va les résoudre. Alors, quand on me croise, j'aimerais que ce soit pour se dire, comme nous l'ont dit nos experts du futur, pour bien prévoir, il faut se poser les bonnes questions à temps. Voilà. Vous êtes aussi une colombe de mauvais augure. Alors, j'espère devenir une colombe de bon augure. Donc, voilà, donc c'est ça effectivement le cœur de mon métier, mais vraiment ce qui est important, et je reviendrai à plusieurs reprises dessus, c'est de se poser les bonnes questions et le plus tôt possible. Voilà. Merci. Dans les questions qui nous ont été posées, notre experte du futur, Blandine, a insisté sur des perspectives de main-d'œuvre, certes encore en croissance dans le département, ce qui est un avantage comparatif par rapport à d'autres territoires. Enfin, une croissance incertaine, parce qu'on a vu qu'il y avait un scénario dans lequel nous ne pouvions plus loger les actifs de demain, et donc ils ne s'installent plus ici, voire ils n'ont pas forcément les opportunités professionnelles espérées. Bon, mais imaginons tout de même que nous soyons sur une ligne de temps où il y a cette croissance. Contrainte. Donc moins de collaborateurs, même si on trouve encore des opportunités. Alors évidemment, en tant qu'employeur, on peut se dire, mais c'est pas grave. Hein, on a la formule magique, il y a 3 lettres, IAG. Et donc pourquoi s'embêter à recruter, à former, à rémunérer, quand on peut avoir un super collaborateur numérique? Bon. Alors, double question. D'abord, est-ce que vous y croyez à la solution IAG pour remplacer tous nos collègues? Et puis, quels conseils pouvez-vous formuler aux chefs d'entreprise du présent pour que nos collègues en chair et en os d'aujourd'hui et de demain collaborent en bonne intelligence, artificielle ou pas, avec nos avatars numériques? Alors, facile comme question. Oui, extrêmement facile. Donc, c'est intéressant de commencer votre question par est-ce que vous y croyez ? Parce qu'effectivement, on est dans le domaine de la croyance. Donc, dans tous les cas, moi, ce que je peux constater aujourd'hui, le 18 décembre 2025, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et ce que je vous dirais en fait là concernant effectivement l'IAG, donc c'est l'intelligence artificielle générative et son utilisation dans les entreprises, n'est valable que pour ce soir et ce ne sera peut-être plus valable demain matin parce que c'est des technologies qui avancent extrêmement vite. Donc, je suis donc dans le présent, très présent dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et quand je parle de croyances, effectivement, il y a des croyants, et j'ai pour habitude de dire ça, c'est un peu une blague, mais il y a des croyants en IA et des non-croyants en IA. Et puis des gens un petit peu plus modérés. Des croyants en IA sont des gens, effectivement, qui peuvent penser que l'IA, de par sa neutralité de point de vue, de par son hyperpuissance technologique, l'IA sera en capacité de résoudre tous nos problèmes. Et puis, il y a des non-croyants en IA, ou plutôt des gens qui peuvent avoir peur de l'intelligence artificielle. Alors là, on parle d'intelligence artificielle générative. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, c'est important de préciser qu'on parle bien de ça. Qui, eux, du coup, ont peur parce qu'ils ont peur de se faire voler leur métier. Moi, ce que je constate, et est-ce que ce sera plus facile de manager des IA, donc il y a bien différentes IA, que de manager des salariés? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Parce qu'en fait, la première problématique que l'on a quand on utilise une intelligence artificielle, en fait, tous autant qu'on est là, quand on utilise un outil, donc c'est un raccourci, mais voilà, on continue à l'utiliser quand on est satisfait de l'utilisation de cet outil-là.
Est-ce que là, dans la salle, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont essayé des IA, est-ce que tout le monde a été hyper content et a eu l'effet waouh dont tout le monde parle? Je parie qu'au moins 50% des personnes dans cette salle ont commencé par avoir un effet déceptif de l'utilisation de l'intelligence artificielle, d'une part parce qu'ils n'ont pas forcément eu la bonne formation en amont, de savoir comment utiliser cette technologie, et donc ils ont passé beaucoup de temps pour un résultat beaucoup plus faible que ce que leur petit cerveau d'intelligence humaine avait pu faire très rapidement. Donc un effet déceptif à cause de ça, puis aussi un effet déceptif parce que l'intelligence artificielle générative aujourd'hui donc là l'étude date du mois de novembre, nous produit des résultats fiables entre 60 et 90%. Donc, quand on fait... Mais on a des collègues qui se trompent parfois de 60 à 90%. Hein. Ça Alors, arrive. Hein. J'allais effectivement, tout à fait, j'allais revenir sur ce sujet. Je ne parle pas de mes collègues, hein, pas à l'INSEE, mais ailleurs. Les autres, en fait. Les autres. Donc, c'est pour ça, est-ce que, malgré tout, ce qu'on vend dans la projection qu'on a, ce qu'on vend, c'est que malgré tout, quand on va utiliser des IA, on va être hyper fiable, on va avoir des résultats sur lesquels on va pouvoir prendre des décisions, on va pouvoir analyser des masses de données de manière beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante, mais le résultat n'est pas forcément toujours là. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas si simple au bout du compte. Donc, en fait, moi, ce que je constate là, ce que je fais moi et ce que font mes clients de manière générale, on utilise aujourd'hui des intelligences artificielles pour globalement faire des résumés, produire des contenus et faire des traductions, analyser, alors prendre effectivement, faire des synthèses sur un certain nombre d'éléments, ça nous fait gagner du temps, ça c'est certain. On l'utilise pour analyser des données qui peuvent être très complexes. Je donne un exemple, c'est, vous vous rappelez tous des cahiers de doléances qui ont été mis dans les mairies. Ces cahiers de doléances, tout le monde a dit c'est super, sauf qu'en fait on ne les a jamais utilisés. Pourquoi? Parce que la donnée était trop importante et on n'était pas en capacité de la traiter. Jusqu'à ce qu'une jeune start-up française ait proposé de les traiter. Et là aujourd'hui on a des données que l'on peut utiliser et ça c'est hyper intéressant. Sans IA on n'aurait pas pu faire ça. Et après, on l'utilise aussi, là, dans les entreprises, ce que je vois, c'est qu'on l'utilise pour trier. Ce que je vois aujourd'hui, 18 décembre 2025, c'est que l'IA se substitue à des tâches dans les métiers, de manière générale, donc, mais pas complètement à des métiers. Les métiers qui sont en risque, pour avoir une bonne IA, il faut beaucoup de données, il faut des modèles entraînés et, quand même une supervision, à minima. Donc, il y a des métiers, effectivement, qui sont aujourd'hui en danger parce qu'ils remplissent ces différentes conditions. Il y a des données qui sont des données fiables, il y a des modèles qui ont été étudiés et ils sont supervisés. Je vous donne des exemples et là, on va parler de recrutement. Là, aujourd'hui, étude Randstad de novembre 2025, des métiers comme développeur informatique, des métiers comme avocat, des métiers comme comptables connaissent des baisses de recrutement de plus de 30%. Ça, c'est très récent. Mais plus de 30%. En même temps, c'est pas grave, c'était pas vraiment des métiers qualifiés, il n'y avait pas tellement de valeur ajoutée, c'était pas non plus une ligne de force du département. Alors, pas du tout. Et ce qui est important aussi à avoir en tête, et pour moi, ça, c'est un défi sociétal que, effectivement, l'avenir, c'est ce qu'on a décidé d'en faire, c'est que 30%, c'est beaucoup plus pour les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes avocats, j'étais chez des clients vendredi dernier, très clairement, aujourd'hui, ils utilisent des intelligences artificielles qui se substituent à de jeunes avocats qui démarraient leur carrière en faisant des tâches faciles entre guillemets, mais fastidieuses en temps, d'analyse, de jurisprudence, etc. Aujourd'hui, les IA font ça très bien, surtout quand c'est supervisé. Donc en fait, les experts, les vieux, comme moi par exemple, ont repris de la valeur parce qu'on est en capacité d'analyser des productions d'IA. Et pour les jeunes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura de plus en plus de vieux selon la pyramide des âges. Super. C'est génial. Moi, ma question, d'un point de vue sociétal, qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes ? Comment ils apprennent et comment on les intègre de manière générale
la vie professionnelle. Et ça, pour moi, c'est le vrai défi de demain. Il faut effectivement se poser ces questions-là. C'est extrêmement important. Et je vous propose qu'on en reste avec cette interrogation-là sur notre échange, parce que le temps nous est compté aussi dans le présent. Et je vais m'adresser à Lionel Fournier. Vous êtes directeur impact et santé durable, membre du comité de direction d'Harmonie Mutuelle. Alors j'aurais une question cash. Qu'est-ce que fait une mutuelle autour de la table ? Ben, je ne sais pas, c'est vous qui m'avez invité. Dire, bon là, on parle de dérèglement climatique, d'environnement. Ouais. Ok, le côté humain, on a parlé vieillissement, tout ça, bon, peut-être, Ouais. mais pourquoi vous êtes là ? En fait, si Harmonie Mutuelle, je vais quand même répondre à la question, autrement que par. Si Harmonie Mutuelle réfléchit à la question et prend en compte la dimension écologique, c'est tout simplement parce que c'est une question de santé. C'est pas parce qu'à l'époque, ça a été à la mode, que ça l'est moins aujourd'hui. En tout cas, nous, on considère que c'est une question de santé. À mon sens, on a beaucoup de défis en matière de santé. J'en vois 4 principaux. Le premier, c'est la transformation démographique et en particulier le vieillissement de la population. Le deuxième, c'est l'épidémie des maladies chroniques. Voilà, on a une progression très forte dans le monde occidental, même plus qu'occidental d'ailleurs, et particulièrement en France, des maladies chroniques. Pour donner un chiffre, on a quasiment 40% de la population adulte atteinte de maladies chroniques. À partir de 55 ans, c'est même 50%. Et le point, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que les maladies chroniques se développent également chez les plus jeunes. Troisième élément de santé, défi. Alors c'est un défi à la fois un levier. On voit qu'il y a des formidables, alors notamment liés au développement de l'IA, mais pas que, formidables développements technologiques, des progrès médicaux incroyables. Vraiment, on vit une révolution. Le sujet, c'est est-ce qu'on va être capable d'en faire bénéficier le plus grand nombre, ou est-ce que ça va être réservé à quelques-uns? Et puis le quatrième sujet, c'est la question du dérèglement climatique, de l'atteinte à la biodiversité, de la pollution, etc., sur la santé humaine. C'est les 4. Alors, ces sujets-là, juste, il faut les prendre en compte. D'abord, tout simplement parce qu'on a un système de santé qui, aujourd'hui, n'est pas capable de les absorber en tant que tel. On a un système de santé qui est absolument précieux. Enfin, on a l'occasion, on entend souvent quand on dit en France rien ne marche. Ben, si, il y a un truc qui fonctionne, c'est le système de soins. Ça fonctionne peut-être pas bien, mais quand on se compare, vraiment, ça marche beaucoup mieux. Vous reprenez tous les ans les rapports faits par l'OCDE sur la santé, vous les épluchez. Et il y a même une étude là, qui vient de paraître en septembre d'un grand laboratoire américain, oui, il en reste encore un ou deux, laboratoire de recherche américain, et qui a fait une étude à l'échelle mondiale. La France est championne du monde sur 2 sujets. C'est dans le domaine des cancers. Championne du monde pour les taux d'incidence et championne du monde pour la capacité à les traiter. On meurt moins, on a plus de cas de cancer en France qu'ailleurs, et c'est pas parce qu'on les détecte mieux, c'est pas vrai, parce qu'on va quand même moins qu'ailleurs faire les pistes de dépistage, enfin les tests de dépistage, mais par contre, on en meurt moins qu'ailleurs. Le problème, c'est que ça nous coûte très cher. On est dans le top 3 mondial dans la part de la richesse nationale consacrée à la santé. Et puis, quand on voit vieillissement population, maladies chroniques, le dérèglement climatique, et voilà, comment on va faire pour prendre tout ça? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut, si on ne prend pas les choses segmentées, avoir des boucles de rétroaction positives. Je prends un exemple. Si vous avez une alimentation mieux adaptée et moins émissive en termes de carbone et meilleure pour la préservation de la santé des sols, scientifiquement, c'est globalement une alimentation meilleure pour la santé. Donc, vous êtes en train d'éviter les maladies chroniques, métaboliques par exemple. Et puis, deuxième élément, les mobilités. On peut décarboner les mobilités et dans un certain nombre de cas, pas toujours, on peut décarboner en ayant un aspect positif pour lutter contre la sédentarité, qui est un des éléments principaux qui expliquent un certain nombre de maladies chroniques. Donc on l'aborde comme ça, de manière systémique, et comme étant des leviers sur lesquels on peut agir. Donc vous n'êtes pas tout à fait là par hasard. Non. Et vous faites même la jonction, je même pense, avec toutes les même facettes. si j'avais eu rien à dire, à l'invitation, je serais venu quand même. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et alors, en quelques mots, vous l'avez déjà un peu illustré, si on parle action, oui.
Harmonie Mutuelle, quelle action vous avez qui fait cette réconciliation entre problématiques environnementales, conditions de santé, aspects démographiques? En fait, on a lancé l'année dernière ce qu'on appelle le mouvement tous acteurs de l'éco-santé, le mouvement de l'éco-santé, avec comme objectif principal de contribuer à faire que notre système, qui est un système de soins, devienne un vrai système de santé. À commencer par nos 4,5 millions d'adhérents, on a 100 000 entreprises clientes, donc on a créé aussi le groupe Vive, qui donne une dimension supplémentaire. Donc on a un moyen d'action. Alors déjà, avant d'entraîner dans ce mouvement-là nos adhérents, d'attirer nos entreprises clientes, 100 000 entreprises clientes, on a déjà commencé par faire nous-mêmes, pas mal de passer aux travaux pratiques. Donc dans cette même salle, on avait lancé quelque chose avec les copains de des héros, je vois David, un travail sur on fasse nos stratégies climat. En 2018-2019, on a commencé ça, d'ailleurs on a commencé avec l'ADEME, on a été les premiers. Et entre 2019 et 2024, Harmonie Mutuelle, en prenant en compte nos investissements, on a divisé par 2 quasiment notre bilan carbone. Alors pour vous donner, alors ça ne veut rien dire comme ça, pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, chaque année, on économise l'équivalent du bilan carbone du CHU de Montpellier. Ou pour prendre sur une ville alors en 2025, Guérande par exemple. Alors, je ne sais pas en 2050 combien il y aura d'habitants à Guérande, mais voilà, cette taille-là. Donc là déjà on fait ça. Et dans le mouvement de l'éco-santé, là je suis en train de travailler sur l'intégration du mouvement éco-santé dans le futur plan Strat. J'ai essayé de faire par l'IA. Bon, il a fallu que je bosse. Je me suis dit, je vais le faire par l'IA, puis je vais pouvoir lire un livre. Ben non, j'ai dû continuer à bosser. Ça n'a pas marché. Donc, dans l'intégration du mouvement éco-santé, pour vous dire, l'idée, c'est d'aider nos adhérents à agir plus tôt, plus vite et autrement sur leur santé. Plus tôt, c'est quoi? C'est éviter les maladies évitables. Plus vite, c'est faire en sorte que quand un problème existe, il soit détecté le plus vite possible et qu'on ait le bon parcours de santé. Ça veut dire éviter l'errance médicale, ça veut dire avoir un parcours qui soit coordonné avec les bons professionnels de santé, parce que souvent, traiter au fond un problème de santé, ça demande plusieurs compétences. Aujourd'hui, on a une vision de la santé qui est hyper segmentée et en silo. Je donne un exemple. Aujourd'hui, moi je n'y croyais pas, mais les études s'accumulent. Sur des traitements, sur des maladies lourdes, il y a un problème de non-observance des traitements, y compris sur des cancers, par exemple. Et on se rend compte qu'on peut très bien... Enfin, il y a des études scientifiques qui montrent qu'avec ce qu'on appelle une intervention non médicamenteuse qui consiste dans une séance d'éducation thérapeutique du patient, sur des traitements en oncologie orale, on augmente beaucoup le traitement. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, c'est ça, concevoir pas simplement des parcours de soins, mais des parcours qui aboutissent vraiment à améliorer la santé. Et puis, agir autrement, c'est comment on arrive à avoir une santé qui prenne soin de nos ressources économiques, humaines, parce que si le système tient, c'est aussi parce que les soignants sont en tension, et environnementales. Alors, je prends un exemple ici. Il y a à Nantes une entreprise qui travaille sur le réemploi des attelles et des orthèses. Enfin, voilà, c'est 6 millions, je crois, d'achats d'attelles tous les ans. L'attelle de genoux et autres, les gens ils les portent quelques jours. Alors, voilà. Et tout ça, aujourd'hui, c'est pas réutilisé. C'est du gâchis. Gâchis de matière, c'est du gâchis financier. Et puis c'est en plus, souvent les attelles, quand elles sont fabriquées en dehors de la France. Quand elles sont réparées en France. Ouais. Donc ça, on devrait être le premier assureur, par exemple, à rembourser cela. Et puis dernier élément, parce qu'on parlait tout à l'heure d'éléments technologiques. Tout à l'heure, j'étais en discussion avec le fondateur d'une grande entreprise, d'une nouvelle entreprise, qui a inventé un robot qui permet de scanner la peau, le corps humain, la peau, et de pouvoir capter des données sur le problème des mélanomes, etc., où aujourd'hui on sait qu'il y a un engorgement des dermatos. Là, ça permet de capter, mais derrière, de donner tous les éléments sans qu'il ait besoin de se déplacer, sans qu'il ait besoin de vous regarder sous toutes les coutures, avec en plus un accompagnement IA qui va permettre d'aller tout de suite dans les endroits. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut être les premiers, par exemple, à déployer et en collaboration avec les dermatos. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est ce qu'on veut faire dans le mouvement éco-santé. Et puis dernier point, parce qu'on pense qu'il faut que le système soit vertueux, j'ai dit qu'on était une mutuelle. Donc une mutuelle, ce n'est pas une complémentaire santé, c'est un organisme mutualiste, avec en particulier la non-lucrativité. Donc comme il y a l'année dernière, parce qu'il va y avoir des transferts de charges, etc., de la Sécu, puis comme ça n'a pas été voté, on a fait un meilleur résultat que prévu. Ce meilleur résultat, nous, on considère que c'est l'argent de nos adhérents. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, on l'a reversé pour partie
dans ce qu'on a appelé le dividende éco-santé, pour faire comprendre que quand on dépense moins, c'est les gens qui en bénéficient. La deuxième partie qu'on a gardée, on va justement financer des opérations nouvelles pour prendre soin différemment de notre santé. Et puis la troisième partie, on avait été prévoyant, puisque vous savez qu'il y a une taxe sur les complémentaires santé, mais ça permettra de ne pas la répercuter sur nos adhérents. Voilà. Donc on est aussi, parce que je pense qu'il faut aussi, si on veut amener les gens à changer, à faire des choses différentes, il faut aussi que chacun en perçoive son intérêt ici et maintenant. Eh bien, merci. Encore un témoignage qui montre que les lignes de temps évoluent. Elles évoluent tellement que nos experts du futur risquent de s'effacer parce qu'on s'éloigne peut-être de votre futur à vous. Mais je vous invite quand même à venir, avant de disparaître là, sur le plateau, pour qu'on puisse autoriser des dernières questions-réponses avec la salle, au sein de la table ronde, pour ce temps de débat à la hauteur des quelques minutes qui nous seront encore accordées par les organisateurs de cette soirée. Les micros sont à vous. Alors, est-ce que vous êtes convaincus qu'on a déjà changé une partie de notre futur? Et est-ce que vous voulez en savoir plus sur comment on fait au présent? Ou comment ça pourrait être demain? À vous de jouer. Une question au fond de la salle. Bonsoir, merci pour ces témoignages. Je suis un peu obsédé par un truc en ce moment, c'est la moyenne et l'écart type. Donc quand on dit que la température va monter d'1 degré, 2 degrés, etc., on est habitué effectivement à des héros à avoir ces référentiels, mais c'est pas très très parlant en fait. C'est-à-dire que monsieur a commencé à en parler, ça veut dire qu'on ne peut plus bosser tous les jours. Ça c'est concret, mais est-ce que vous avez travaillé sur des scénarios qui disent qu'est-ce que ça veut dire en matière d'alimentation? Qu'est-ce que ça veut dire en matière de rupture de production agricole, par exemple, ces écarts de température, ces écarts de pluviométrie? Merci à vous. Alors, donc les éléments que je vous ai présentés sont issus des premiers travaux du GIEC des Pays de la Loire, qui avait plutôt vocation à apporter un état des lieux, un regard sur un état des lieux et des indicateurs à l'échelle du territoire, mais donc, c'est des travaux qui ont été déclinés sur une phase 2022-2024. Et en 2024 a commencé une seconde phase de travail qui s'articule autour de 3 thématiques et qui a vraiment vocation à aller creuser justement effectivement les impacts des changements climatiques sur des sujets bien précis, en l'occurrence la question de l'eau. Et il y a un rapport qui va sortir à la rentrée la semaine du 12 janvier, très exactement, à la question des impacts des changements climatiques sur l'économie régionale, et donc en premier lieu sur les conditions de travail. Ça, c'est un rapport qui sortira au mois de mars, et sur les filières économiques. Et là, le choix a été fait de creuser plus particulièrement 2 filières économiques, l'alimentaire, donc de l'agriculture à l'agroalimentaire, et le tourisme. Et le dernier sujet qui est traité par le GIEC des Pays de la Loire actuel et qui donne lieu à des travaux actuellement, c'est la question des populations et de l'impact sur les populations des changements climatiques. Il y a un rapport sur la vulnérabilité des populations qui a été publié en juin. Et il y a un travail en cours sur la question de la santé qui donnera lieu à une publication en avril. Donc oui, en fait, ces projections, y compris au regard des différents scénarios dont je vous ai parlé, je vous ai présenté, sont travaillés, les impacts sont analysés au regard de ces thématiques ciblées. Alors il y aurait pu y en avoir plein d'autres, mais c'est le choix qui a été fait pour cette phase de travail. Et Monsieur Éco-Santé a un complément. Ouais. Sur la partie... alors d'abord, je suis complètement d'accord avec ta question, David, parce que imaginons quelqu'un qui a la tête dans le four et puis les pieds dans le frigo, la température moyenne qui va subir, c'est la même, mais c'est pas sûr que ça se passe très bien quand même. Donc c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors en matière de santé, on l'a vu pendant le... Alors d'abord, il y a des conséquences très concrètes aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe autour du bassin méditerranéen, l'année dernière, du côté de Nice, même si la température moyenne a un peu augmenté, sauf qu'ils ont eu 55 nuits tropicales. C'est-à-dire 55 nuits avec plus de 20 degrés la nuit. Donc ça veut dire que c'est des gens, s'ils n'ont pas la clim et compagnie, qui, quand ils vont travailler le matin, n'ont pas forcément bien dormi. Une journée, 2 journées, ça va. Quand c'est 55 nuits, voilà, ça a des conséquences, y compris sur la sécurité au travail.
Donc on est persuadé de ça. Alors, et on l'a vu aussi pendant la canicule de 2022, c'est Santé publique France qui avait publié des chiffres en disant les jours de canicule, on a doublement des admissions aux urgences. La moitié avait plus de 70 ans, donc j'en retiens que la moitié avait moins de 70 ans. Donc ce n'est pas que les personnes âgées, etc. Donc on est à peu près persuadé de ça. Donc on est en train de mener une étude d'ailleurs avec l'aide de l'entreprise de Tardigrade, qui est une entreprise angevine, avec le vice-président du GIEC. Et on est en train de croiser les données qu'on a en matière de remboursement, de frais de santé et d'arrêt de travail, avec les températures moyennes, les épisodes de pluie, etc. Et commencer à voir si les choses fonctionnent. Alors, on fait ça avec des data scientists, donc on est en train de travailler sur les modèles. Je n'ai pas encore les résultats, on les aura normalement en janvier, c'est-à-dire un peu avant, un peu avant juin. On les aura en janvier, nous ça sera sur l'échelle nationale. On ne pourra pas descendre à la maille régionale, ça pourra se compléter. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, je n'ai pas les résultats, on sait simplement que quand on inclut certaines données météo ou des données de pollution, on prévoit mieux certaines dépenses de santé, on prévoit mieux les arrêts de travail. Après, je n'ai pas encore les résultats, mais les modèles commencent à bouger un peu. Voilà. Bon, et puis j'ai retenu que si on atteignait des valeurs extrêmes dans les températures comme les précipitations, il faut aller à l'écodomaine pour se réfugier. Une autre question dans la salle ? Monsieur. Bonjour. Donc, je suis Didier Ronté, je suis élu au développement économique dans le Sud-Loire. Le Grand Port fait partie de notre territoire, Airbus aussi. Et j'ai le plaisir aussi d'être le créateur du PNR, du projet de PNR, qui a été repris par l'État, par la région, par la Fédération des parcs, et qui est à l'étude actuellement pour le prochain mandat de la région. Et je voulais vous poser une question. Le Grand Port était présent à la réunion à la région la dernière fois. Et j'ai l'expérience en Alsace-Lorraine d'un aéroport qui a été fait entre Metz et Nancy, dans un PNR, et à côté d'un PNR, le PNR de Lorraine, des lacs lorrains. Et donc je voulais savoir, vous, par rapport à votre fonction au Grand Port, comment vous voyez la cohabitation entre un PNR et le développement économique. Alors moi je suis dans le PNR, je suis chargé du développement économique dans le PNR. Et donc, si vous voulez, je voulais savoir comment vous, j'ai bien entendu votre discours à la région la dernière fois, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est un de vos représentants, mais c'est les grands ports. Et donc, je voulais vous poser la question de savoir comment vous voyez les compatibilités par rapport au développement économique du Grand Port auquel on tient, comme à Airbus auquel on tient, et qu'on souhaite maintenir et développer, création d'emplois, richesse, et un PNR. C'est une bonne question. C'est une question piège aussi. Les deux cohabitent. Le port gère environ 2722 hectares. Donc on a 1400 hectares de développement qui est donc orienté pour du développement économique. Donc c'est des espaces qui sont en grande partie déjà artificialisés. Et on a 1200 hectares à peu près de zones dites naturelles. Donc le port a obligation de gérer les deux et de les faire cohabiter. Est-ce qu'on peut mettre un aéroport dans un PNR? Ça me semble très compliqué. Est-ce que le port voit un intérêt à développer les zones aéroportuaires? Oui, ne serait-ce que pour que Airbus puisse continuer à se développer, puisqu'on a un hub donc multimodal, ça s'appelle, avec des approvisionnements qui arrivent par voie aérienne, camion, route, ferroviaire, et qui repartent par du maritime. Et on est connecté comme ça avec le nord de l'Europe, MDEM, avec le sud de l'Europe, avec des régions comme Toulouse, mais aussi avec les États-Unis. Donc les ports sont aux avant-postes, je dirais, ce sont des espaces d'échange des flux transit, et c'est des échanges de matières. Et une partie passe par les aéroports. Donc on a besoin d'avoir des zones aéroportuaires. Et on gère une activité aéroportuaire compliquée avec des plafonds aériens, avec des études de sécurité, tout en manipulant des objets de très très grande taille, comme des éoliennes et bientôt des éoliennes flottantes. Donc on a tout un écosystème et qu'il s'agit de faire fonctionner. Ensuite, au niveau du PNR, il y a quelque chose qui se développe et qui est extrêmement intéressant, c'est les zones de compensation. C'est-à-dire que pour développer l'économie, on a besoin donc
D'abord, on travaille le port sur lui-même, c'est-à-dire sur des zones qui sont déjà artificialisées, mais il y a aussi des zones qui le sont un petit peu moins ou qui ont été artificialisées il y a longtemps. Et on est dans un endroit où le changement climatique évolue pas mal, et donc la nature retrouve ses droits. Et donc, pour être capable de développer l'emploi ou de le maintenir ou d'évoluer sur ces zones industrielles, on a besoin de tenir compte de notre environnement et de compenser une partie des fonctionnalités qui seraient perdues en matière de zones humides ou d'espèces protégées, etc. Et là, on a, à contrario, des zones naturelles dont certaines sont en fort mauvais état. Parce que voilà, il y a eu des espèces invasives, il y a eu des choses comme ça, et donc on peut aujourd'hui renaturer, aller sur des zones naturelles, améliorer leur traitement en investissant. C'est des choses qui sont fort coûteuses. C'est des investissements à 20-30 ans. Il y a des engagements qui sont pris pour développer donc, ces biotopes. Et c'est cet engagement écologique qui permet de développer ou de maintenir les zones industrielles. Donc les deux sont vraiment intrinsèquement liés. Donc merci beaucoup pour votre question, parce que c'est aussi comme ça qu'on construit l'avenir, en travaillant à la fois sur l'écologie et sur l'économie. Merci. Est-ce qu'il y a, oui, une autre question ? Madame. Bonsoir. J'avais juste une petite question d'explication de texte. Est-ce que vous auriez pu expliquer ce que c'était RCP 2.6 et RCP 8.5 ? C'était ma première question. Et la deuxième, il y a un diagramme avec l'exposition au risque d'inondation. J'imagine que ça intègre le trait de côte qui doit évoluer jusqu'à 2050, enfin qui évolue, et savoir si vous avez des explications un peu plus d'impact démographique et où est-ce qu'il y a les transferts de population. RCP. Alors RCP, en fait, ce sont les scénarios qui sont utilisés par le GIEC international, pour le coup, qui en fait a établi 4 scénarios. Alors, ils travaillent aujourd'hui sur des scénarios un peu différents, mais qui ne sont pas territorialisables, mais il ne faut pas ce détail, mais ce sont des scénarios qui se basent sur des trajectoires plus ou moins importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a 4 scénarios qui ont été établis. Alors normalement j'ai un petit schéma, mais je ne peux pas vous le montrer là, je ne l'ai pas. Mais le scénario RCP 2.6, c'est un scénario vraiment qui se base sur une trajectoire d'émissions très fortement réduite et en fait qui projette les données, la température annuelle à l'échelle mondiale en deçà des 2 degrés. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le scénario de la neutralité carbone. C'est aussi le scénario dans lequel en fait, on s'inscrit dans le cadre des accords de Paris. Donc avec une trajectoire d'émissions fortement réduite et une température moyenne à l'échelle internationale qui reste en deçà des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, qui est notre objectif. Et le RCP 8.5, c'est le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire que c'est le scénario où on reste dans des émissions, je dis on reste parce que c'est un petit peu le scénario tendanciel, dans lequel on reste avec des émissions de gaz à effet de serre très importantes, ce qui nous amène en fait à une température annuelle à l'échelle mondiale d'à peu près 5 degrés de plus par rapport à l'ère pré-industrielle. Et entre ces 2 scénarios, donc il y a 2 autres scénarios, 4.5 et j'ai oublié le 3e numéro, mais c'est pas très important. Et le choix qui a été fait par les experts du GIEC des Pays de la Loire, c'est d'utiliser ces 2 scénarios qui sont finalement qui montrent les 2 extrêmes en termes de projection. La réalité sera probablement entre les 2. Et je me permets juste d'avoir cette slide sous les yeux pour préciser aussi un point peut-être de méthode et par rapport à une question de tout à l'heure. Dans la méthode là, ce que vous voyez en fait en couleur, ce sont la donnée médiane qu'une trentaine de modèles climatiques permet de projeter, donc c'est la donnée médiane. Et ce que vous voyez en gris, donc de façon un peu plus claire, c'est la donnée maximum et minimum que les modèles climatiques donnent pour cet indicateur-là. Et sur la partie inondation, donc sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, ça prend en compte l'ensemble des risques d'inondation, donc ruissellement, submersion, etc. Alors en fait, c'est vraiment une carte d'exposition
au risque, et qui croisent à la fois des données d'aléas géographiques, donc la présence d'une rivière, etc., avec des données socio-économiques pour finalement montrer aussi la vulnérabilité des territoires. Et c'est le croisement de ces données-là qui permet d'établir la carte. Après, je ne peux pas vous dire en fait les mouvements. C'est pas un élément dynamique en fait. Là, c'est vraiment le croisement de données socio-économiques avec des données environnementales. Voilà. Merci. Oui, encore une question. Merci. Toutes ces discussions sont très intéressantes. Il me reste une question. Un certain nombre de pays vivent aujourd'hui ces scénarios que vous nous décrivez pour 2050, que ce soit autour de la Méditerranée en particulier, ou le Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces pays-là, puisqu'ils ont forcément dû apprendre quelque chose, mettre en place des différentes solutions pour permettre à leur population de vivre le mieux possible. Et on ne le voit pas dans ce type de conférence. Merci pour cette question. Vous souhaitiez peut-être... C'est une autre question ou vous prolongez? C'est une autre question qui, je pense, s'adresse tout autant aux acteurs du présent qu'aux acteurs du futur. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur des pays qui sont d'ores et déjà confrontés à ce stress climatique ? Oui, effectivement. Je pense qu'il aurait fallu inviter une personne de plus ou deux. Au niveau des ports, on travaille dans un monde élargi. Effectivement, les pays qui ont des ports dans la ceinture tropicale sont beaucoup plus exposés à la fois à la brutalité des événements. Donc, ils ont des occurrences très élevées d'épisodes ultra violents comme les cyclones et qui sont, par contre, qui sont très prévisibles. Donc, ces opérateurs sont confrontés depuis de nombreuses années à ce type d'épisode. D'autres, on déploie des moyens considérables. Donc là, je parlais des zones exposées, donc en Asie du Sud-Est ou dans les Caraïbes, voire côte sud de l'Amérique du Nord. Donc, vous imaginez tout de suite Louisville. Je parlais surtout des pays comme la Grèce, la Turquie, le sud de l'Espagne ou le Maroc qui se développent énormément avec des grands ports actuellement. Oui, je vais y venir. Mais vous avez ces épisodes donc très, très forts et vous avez d'autres zones qui sont exposées plutôt à des élévations de température ou à des reculs du trait de côte. Donc là, on est effectivement plus sur le pourtour méditerranéen. Et puis, vous avez des zones qui ont anticipé des épisodes structurants. Je pense donc aux pays du Nord, la Hollande, dans les années 30, 40, a anticipé la montée des eaux, parce qu'ils étaient exposés. S'ils ne l'avaient pas fait, le pays aurait disparu. Et donc, ils ont investi massivement dans connaissances, ils ont développé des connaissances ultra précises et ils se sont protégés. Et s'ils existent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait ça. Il y a des gens qui copient ça. Aux États-Unis, par exemple, la ville de New York investit des milliards pour se protéger de montée des eaux. Donc ils déploient des systèmes passifs sur leurs plages pour résister donc au ressac, à l'extraction des sables et tout ça. Donc oui, nous partageons ces expériences. Très peu sont duplicables ici. D'une part parce qu'on n'en a pas les moyens, d'autre part parce que ça peut sembler loin. Mais en tout cas, les organismes échangent, sont confrontés et on gagne beaucoup à travailler ensemble à ces questions. Voilà. Oui, je vais être très rapide. Moi, la seule chose que je voulais souligner, c'est que dans les travaux dont je vous ai parlé, en fait, il y a un rapport qui est dédié à des propositions d'action qui au regard de l'état des lieux et d'un certain nombre d'éléments qui ont été posés dans le diagnostic,
identifie finalement les solutions, en tout cas ce qu'on peut mettre en œuvre, sans forcément d'ailleurs aller s'inspirer dans d'autres pays, mais aussi en s'inspirant de ce qui se passe sur d'autres territoires que le nôtre, tout simplement. Ouais. Moi, par rapport à l'expérience qu'on peut aller tirer dans d'autres pays, moi je pense aussi qu'il faut regarder comment le sujet de la santé est traité aussi ailleurs. Parce que si notre économie consacre 13% de son PIB à la santé, plus 12%, on est à 11% sur la retraite, enfin, les deux sont liés. Enfin, on voit bien que si les gens ne sont pas en bonne santé, ils auront tendance à vouloir partir en retraite, etc. Et tout ça, ça pèse au global sur les entreprises. Et ce qu'on met là-dedans, on ne peut pas le mettre pour, par exemple, décarboner ses activités, passer à une autonomie énergétique, etc. Donc c'est vraiment important. Et là, je prends l'exemple d'une ville en Colombie, elle s'appelle Medellín, voilà, vous voyez un peu, et le dirigeant de l'entreprise dont je vais vous parler, il s'appelle Escobar, mais pas Pablo. Et en fait, il dirige une entreprise, une structure sociale qui s'appelle Comfama, et qui est hyper intéressante. C'est-à-dire que Comfama, c'est à la fois la CAF, la Sécu, les mutuelles, la caisse de retraite et Pôle emploi. Donc il gère vraiment l'aspect social, à la fois pour la population et à la fois pour les entreprises. Donc il gère des écoles de danse, le parc, le club social, mais il gère aussi la couverture d'assurance et les services de soins. Donc ils ont toute la chaîne. Ils ont par exemple des services d'éducation familiale, c'est-à-dire pour apprendre comment bien s'alimenter, pour accompagner les questions, le lien social, la sédentarité. Et eux se rendent compte et ils font les choses de manière très professionnelle. Ils ont un partenariat avec la London School of Economics, donc ils publient des études. Et ils n'ont pas, comme en France, je crois que le coût moyen de dépenses santé en France, on doit être autour de 4 000 €. Eux, ils ont $350. Et bien, ils se rendent compte que quand ils investissent en amont sur l'éducation, sur le lien social, sur la lutte contre la sédentarité, sur l'alimentation, ils ont moins de dépenses en termes de soins. Voilà. Donc ça, je pense qu'on peut apprendre d'eux. Donc on peut faire les choses. Merci. Madame, vous aviez une question, je sais pas et s'il y j'en a un prendrai lien, une dernière après. Je ne sais pas s'il y a un lien, quoique, c'était plus en question de ressources humaines. Donc moi, je travaille dans le secteur du care, donc ça tombe bien, parce que le secteur du care est bien représenté en 2050. Et puis j'ai entendu aussi votre remarque, qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes ? Et finalement, nous, on aimerait bien que les jeunes ils viennent dans le secteur du care. Mais on se rend compte qu'il y a plein de freins. Il n'y a pas de télétravail, il y a des astreintes, les salaires sont bas. Difficile aussi de faire ils ne sont pas forcément des postes où il faut être surdiplômé. Mais les jeunes aujourd'hui sont quand même très diplômés. Donc, est-ce que ça veut dire que en 2050, dans votre présent, un ou une aide-soignante est payée comme un avocat en 2025 ? C'est compliqué effectivement de faire des prévisions d'ici 2025, mais ce qu'on sait, c'est que dans tous les cas, de manière générale, les niveaux de rémunération sont effectivement liés à des niveaux d'études, etc. Toutes nos conventions collectives souvent en font part, mais c'est aussi lié à la pénurie et à la dimension pénurique sur le marché. Et il y a des retournements. Je vous donnerai un exemple. Donc, je ne vais pas vous donner mon âge, mais au début de ma carrière, un plombier était payé au SMIC. D'accord. Et maintenant, j'interviens dans des structures où les plombiers rentrent à 2 500 € net, ce qui n'est pas le SMIC. Donc, il y a une structure à Rennes, un client avec lequel j'ai travaillé longtemps. Lui, il arrive à recruter des plombiers. Donc en fait, là, moi, c'est juste à l'échelle de ma toute petite expérience professionnelle en 30 ans. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Je pourrais prendre aussi comme exemple les soudeurs. Alors, sur un territoire où on a de la métallurgie, ça fait très longtemps qu'on a des grosses difficultés à recruter des soudeurs. Et effectivement, les soudeurs ont toujours été plutôt pas mal payés dans des structures de la métallurgie. Mais aujourd'hui, un soudeur qui maîtrise plusieurs technologies est très bien payé, même au démarrage. Donc là, voilà, il y a quelques années... Non, mais il y a un autre élément. Enfin, la Haute Autorité de Santé considère qu'en France, il y a environ 20% des soins médicaux qui sont soit inutiles, soit même
Voilà, plutôt néfaste. 20% de 300 milliards d'euros à peu près dépensés en santé en France. Ça, je pense, si on arrive à ne réduire ne serait-ce que de moitié, ça donne des moyens peut-être pour le médico-social. Dernière question. Oui, bonsoir, merci. Je tenais à préciser tout de suite que je suis franco-américain. Le côté français prend note de cet état de fait, de cette perspective de 2050. Le côté américain dit mais c'est génial, c'est une terre d'opportunités fabuleuse. On va pouvoir créer des nouvelles maisons avec des systèmes de ventilation sans avoir à mettre de la clim. On va pouvoir traiter nos forêts de façon différente. On va pouvoir gérer l'eau. Vous avez mentionné, il se trouve que je suis franco-américain, mais de Louisiane, donc on a connu et on connaît les problèmes submersifs. Et c'est un aspect qui manque un petit peu, je trouve, ce soir. Et je voulais finir sur cette note positive en disant, oui, on a à faire face à des défis, mais on est dans la maison d'innovation aussi et de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a aussi une terre d'opportunités face à ce constat qui est génial et qui devrait permettre à de très nombreux entrepreneurs de venir avec des idées pour faire face, pour aider et pour innover. Voilà, c'était plus un commentaire et une remarque. Merci. Merci. Alors attention, danger. Vous vous êtes trop mobilisés, il y a trop de questions-réponses, nos lignes de temps changent au point qu'on pourrait perdre le futur le plus désirable, qui est le moment de convivialité. C'est pour ça qu'on ne va pas prendre d'autres questions et que je vais appeler Yann pour le mot de la fin ou le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas s'il va y avoir un fin mot de l'histoire. J'ai été un peu spoilé parce que par le franco-américain. Moi, je suis qui est nouveau sur le territoire. Je sais, je viens d'avoir l'information par le fameux réseau social d'il y a 25 ans, LinkedIn. Une terre rare. On a comme particularité d'avoir un territoire dans lequel effectivement, qui est caractérisé depuis très longtemps, et peut-être que vous ne le savez pas encore vous, mais en fait ici il y a le jeu à la nantaise. Le jeu à la nantaise, c'est de travailler ensemble, la capacité que l'on a rapidement à coopérer, prendre en compte un certain nombre d'informations que l'on a pour pouvoir transformer le futur. L'année dernière, on voyait à quel point les prévisions de l'INSEE étaient complètement foireuses. Donc, et je le dis d'autant plus facilement que c'est Arnaud Degort et ses comparses qui avaient effectivement présenté ce qu'on présentait ici en se disant quel sera notre avenir. La réalité de notre capacité à pouvoir entreprendre les choses, comme ça a été démontré avec 4 effectivement illustrations, 4 parmi tant d'autres, parce qu'effectivement on n'a pas intégré des visions internationales ou autres, mais avec un certain nombre de possibilités qui ont été posées. On a parlé d'IA, on a parlé de robotique, on a parlé d'environnement, on a parlé donc de potentialités, autant de potentialités pour nous, chefs d'entreprise, pour pouvoir participer à transformer les choses et à être innovants pour trouver des solutions. Mais pas que nous, parce que c'est aussi la capacité politique à pouvoir mettre en place les éléments nécessaires à ce que cette transformation opérationnelle puisse se faire. Donc la politique de l'eau, les politiques effectivement d'urbanisation, la construction. On a vu les problématiques immobilières qui passent aussi par la politique. Et c'est donc le faire ensemble qui sera le moteur de nos 30 prochaines années. J'en suis convaincu. Merci.